Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème enseignement professionnel et technique au Niger, comment répondre aux exigences du marché de l'emploi. L'enseignement technique et professionnel désigne l'ensemble des enseignements à vocation technologique et ou professionnelle organisés dans un cadre scolaire ou universitaire. Beaucoup de pays ont déjà compris depuis belle lurette que l'enseignement professionnel et technique constitue la voie privilégiée pour le décollage économique d'un pays. Ce secteur constitue également un moyen efficace d'insertion et de maintien des jeunes dans la vie active. Il contribue au développement de leurs compétences professionnelles en tenant à la fois compte des besoins du marché et de son évolution. Au Niger, il a fallu attendre véritablement l'avènement de la 5e République pour que soit élaborée et adoptée une politique sectorielle de l'enseignement professionnel et technique EFTP. C'est le décret numéro 2006-026 PRN MFPT EJ du 16 mars 2006 qui met en place la politique sectorielle de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. Avec nos invités, nous allons faire un état de lieu de la formation et de l'enseignement professionnel et technique au Niger, ses enjeux, les avancées enregistrées et les perspectives pour le Niger avant de formuler des recommandations tendant à répondre aux exigences du marché de l'emploi. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Al-Mustafa Moussa Ide, président de la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG de campagne EPT, une coalition qui milite en faveur d'une éducation pour tous. Al-Mustafa Moussa Ide, bonsoir. Bonsoir, M. Mokhtar. Aboubakar Moussa Wonkoy, formateur au centre technique Kalmaro à Niamey, également membre du syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Niger, SINAFEN. Aboubakar Moussa Wonkoy, bonsoir. Bonsoir. Et Boulkassoum Seydou Rafat, membre de SAPISEN. SAPISEN, c'est une structure d'appui et l'assistance pour la formation et l'insertion des jeunes nigériens. Boulkassoum Seydou Rafat, bonsoir. Oui, bonsoir. Auditeurs, téléspectateurs, je rappelle que nous avions également envoyé une correspondance au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, mais sans suite. Au microphone, Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Al-Mustafa Moussa Ide, président de la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG de campagne EPT, une coalition qui milite en faveur d'une éducation pour tous. Al-Mustafa Moussa Ide, au jour d'aujourd'hui, quelle est la place de la formation et celle de l'enseignement professionnel et technique dans le secteur éducatif nigérien? Merci, M. Mokhtar. Avant de répondre à votre question, vous allez me permettre de m'acquitter, en tout cas, d'un devoir. Allez-y. Présenter les vœux de nouvel an de la coalition ASSO-EPT, de ses membres, les membres du comité exécutif de son conseil d'administration et de l'ensemble de ces 78 structures, à vous et à l'ensemble du personnel du studio Kalangou. Merci beaucoup. Notre vœu que cette année, l'année 2024, soit pour nous une année de succès, de réussite et surtout des nouvelles perspectives pour nous et nos familles respectives. Vous l'avez dit, la coalition ASSO-EPT, c'est une organisation de la société civile
qui milite pour une éducation de de qualité qualité pour tous au Niger. À ce titre, nous sommes véritablement engagés dans le plaidoyer, faire en sorte que l'éducation ou la formation fasse partie des priorités. Étant entendu que déjà notre pays a signé ou s'est engagé en signant plusieurs engagements internationaux faisant de l'éducation en tout cas une priorité. Les textes aussi sont en train de les prouver. Mais la réalité, quand on va dans la réalité elle est tout autre. Et c'est en ce sens que nous, en tant que structure de la société civile, la réalité est tout autre, ça veut dire qu'il y a des insuffisances. Il y a des insuffisances, notamment quand vous prenez le volet de la formation professionnelle et technique qui nous réunit ici. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que l'enseignement et la formation technique et professionnelle ont été principalement conçus pour fournir aux apprenants les compétences et les pratiques, les savoirs, pour accéder directement à un emploi ou à une catégorie de profession. Vous avez fait l'historique. Nous sommes bien placés pour le dire parce qu'avec la Ve République, nous faisions partie des toutes premières structures qui ont accordé une place dans le cadre de notre journal, le formateur, Wanko est bien là pour le préciser, donner pour la première fois à ce premier homme, paix à son âme, M. Abdou Daouda, qui a été le premier à occuper le poste du ministère de l'enseignement professionnel et technique. À l'époque, les gens ne le croyaient pas. Nous, on lui avait donné effectivement un espace dans notre journal, le formateur, Jean-Sylvain parle en tant que du Sénafen, pour qu'il vienne nous parler, parce que nous avons compris que c'est la solution pour le développement socio-économique du pays. Au-delà de ça, c'est la solution aux maux qui minent la jeunesse. Aujourd'hui, effectivement, la formation professionnelle a beaucoup évolué parce que vous avez les centres de formation au métier au niveau de presque les 266 communes. Quand vous prenez, vous avez les collèges d'enseignement technique au niveau de certains départements et de certaines villes. Vous avez les instituts, les lycées. Vous avez les lycées au niveau de certains chefs-lieux de région. Vraiment, vous avez les centres de formation professionnelle au niveau aussi de certaines localités. Vraiment, les choses ont évolué. Mais Mokhtar, il est vrai, des efforts ont été fournis, mais je vous assure, la réalité sur le terrain, on n'est pas en train de donner, je pèse bien mes mots, on n'est pas en train de donner à la formation professionnelle toutes ces lettres de noblesse. Je sais de quoi je parle. Je vais prendre un exemple. Allez-y. On était en classe de 5e. On avait un de nos camarades qui a été effectivement exclu de l'école. Automatiquement, il est parti s'inscrire au niveau du centre technique de Calmaro. En moins de 2 ans, il a eu ses diplômes et il a eu une bourse pour continuer au Nigeria. Au retour, il a eu comme, avec tout ce qu'il a acquis, on lui a confié la responsabilité en matière électrique d'une grande institution financière de la place, je ne cite pas son nom. Mais je vous assure, en ce temps-là, nous, on faisait notre école normale, on a fini. Mais Mokhtar, à la fin, je vous dis, c'est lui-même qui venait nous appuyer dans le cadre de notre... C'est pour dire que la formation professionnelle a véritablement un rôle important à jouer. Malheureusement, l'idée est là. La réalité, je sais de quoi je peux avoir venir sur le débat. Oui, mais Al-Moussaf Moussa Idi, le Niger est-il une terre d'opportunité en matière de formation professionnelle et technique et l'accès à l'emploi? Le débat ne se pose pas.
c'est vraiment ce que vous dites là. Le Niger a toutes les qualités pour y répondre. Mais malheureusement, je le dis, malheureusement, dans les faits, dans la réalité, le problème, il y a véritablement des problèmes. Parce que lorsque on crée les centres, il n'y a pas, les formateurs font défaut. Lorsque on crée les centres, il n'y a même pas des salles de classe. Lorsque on crée les centres, les matières d'œuvre font défaut. Vous conviendrez avec moi que cette opportunité, on risque de les rater. Et c'est ce qui est aujourd'hui en train de miner véritablement le développement de la formation professionnelle. Quand vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons visité des centres de formation professionnelle, nous avons visité des centres de... Mais je vous jure, Mokhtar, il n'y a même pas de débat. Vous avez vu, les gens ont tellement accordé de l'importance à cette formation technique, de telle sorte que et là-bas, les gens préfèrent même amener leurs enfants au niveau des centres que de les inscrire dans les écoles traditionnelles. Merci beaucoup, Al-Mustafa Ide. Je rappelle que vous êtes le président de la coalition nigérienne des associations syndicats et ONG de campagne EPT, une coalition qui milite en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Merci. Aboubakar Moussa Wankoy, vous êtes formateur au centre technique Kalmaro à Niamey, également représentant du syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Niger, le Ben Sinafen. Que peut-on retenir au sujet de la formation professionnelle et technique au Niger? Salam alaikum. Donc, je remercie de l'opportunité qui m'a été offerte de venir m'exprimer sur la formation professionnel au Niger. Donc, merci beaucoup. Pour répondre à votre question, on peut dire que la formation professionnelle vraiment a amené un grand changement au niveau... Donc, selon vous, le secteur se porte bien? Bon, je ne peux pas dire que le secteur se porte bien. J'ai dit le fait même qu'on a instauré même la formation professionnelle, ça c'est une bonne chose parce que d'abord je remercie le président Tanja qui a quand même créé dans toutes les régions des centres de formation professionnelle. Auparavant, il n'y avait pas assez de centres de formation professionnelle. Par exemple, celui qui est à Difa peut, donc, lorsqu'il a besoin de venir suivre la formation professionnelle, il faut qu'il quitte Difa, soit pour venir à Niamey ou bien pour venir à Zender. Maintenant, c'est pour au moins décentraliser les choses, donc que le feu Tange Mamadou paix à son âme. Donc, il a créé dans toutes les régions les centres de formation professionnelle. Donc, c'est pour un peu répondre aux défis du pays. Aboubakar Moussa Wankoy, vous êtes formateur du domaine. Les programmes de la formation sont-ils adaptés au contexte et aux réalités du marché de l'emploi au Niger? Effectivement, c'est ça le grand handicap. Parce que la formation qui sont destinées dans les centres de formation professionnelle ne répond pas aux critères, aux normes. C'est ça le problème. Parce que nous, on a beau crier. Donc, il faut qu'il y ait un changement de programme. Parce que maintenant, la technologie a avancé. Par exemple, je prends un exemple. Au niveau du domaine par exemple, au niveau de génie mécanique, l'enseignement qu'on est en train de dispenser aux élèves, vraiment, je peux dire que ça ne répond pas aux normes. Et pourquoi? Parce que maintenant, les véhicules là qui sont là, ils sont équipés du système d'allumage électronique, du système d'injection essence. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'il y ait un programme qui répond à ces critères-là. Le programme qu'on est en train d'enseigner, c'est un ancien programme. Parce que, par exemple, au niveau de... Vous voulez dire que les centres ne sont pas dotés de laboratoires performants? Bon, laboratoire, si je peux le dire ainsi. Parce que, par exemple, une fois même au niveau de Kalmaro, donc, ils ont amené des matériels. Maintenant, les matériels, là, donc ils ont dit qu'on ne peut pas comment dirais-je, les toucher parce qu'il faut qu'on forme les formateurs sur ça.
et que jusque-là, c'est une formation qui n'a pas été faite. Donc, les matériaux sont là, stockés. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, vraiment, on peut dire que le programme qu'on est en train d'enseigner, vraiment, ça ne répond pas aux normes. Aboubakar Moussa Wankoy, comment expliquer le choix et l'intérêt accordé par les Nigériens à la main-d'œuvre des travailleurs expatriés au détriment des travailleurs nigériens? Quelles sont les conséquences des mauvais résultats des examens au Niger? Bon, au fait, les mauvaises conséquences enfin, du résultat de l'examen au Niger, je peux le situer à deux niveaux, par exemple. De un, parce que le programme même qu'on est en train de faire n'est pas adapté. N'est pas adapté. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, je peux dire que de deux, la matière aussi, la matière d'œuvre destinée pour faire les pratiques, vraiment, ils ne nous donnent pas ça, la matière d'œuvre. Parce que en matière de l'enseignement professionnel et technique, la base, c'est la pratique. Toute la base là, au niveau de la formation professionnelle là, c'est la pratique. Donc, il faudrait qu'on mette beaucoup d'accent au niveau de la pratique. Qui dit pratique aussi va parler de la matière d'œuvre. Parce qu'on ne peut pas aussi le terrain. Voilà. Donc, on ne peut pas faire la pratique sans la matière. Oui, Aboubakar Moussa, aujourd'hui, quand on circule à Niamey sur les grands chantiers, on ne voit que des expatriés qui travaillent au détriment des Nigériens. Comment expliquer ce paradoxe? Effectivement, même nous, on a fait le constat là. Donc, le fait que la main-d'œuvre étrangère a envahi vraiment le marché de l'emploi. Et bon, qu'est-ce qui fait ça? Moi, je peux dire que je peux aussi le situer à deux niveaux. Bon, voilà. Maintenant, de un, parce que c'est ça que je vous disais, le programme n'est pas adapté. Donc, un élève formé, ou bien un étudiant formé, à la fin de sa formation, vraiment, le programme là qu'on l'avait enseigné, ça ne répond pas aux critères, aux normes, donc sur le marché de l'emploi. Et maintenant, par exemple, je prends un exemple. Allez-y. Voilà, donc on sait que maintenant, par exemple, la technologie a avancé, même du point de vue de la construction, du point de vue de la plomberie, l'électricité, voilà, la maçonnerie. La maçonnerie. Donc les choses ont avancé. Donc il faudrait qu'on adopte un programme par rapport à ça, à la nouvelle technologie qui est adaptée. Et que bon, maintenant on constate que c'est pas ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour cela que la main-d'œuvre étrangère là est appréciée. Par rapport au Nigérien. Donc, par rapport au Nigérien. Et puis encore, il y a aussi la confiance. Il y a aussi la confiance. Donc, par exemple... Donc, vous voulez dire que les Nigériens ne font pas confiance aux travailleurs nigériens? Voilà, effectivement. Ils n'ont pas confiance. Parce que, par exemple, si on prend un ouvrier nigérien, par exemple, un ouvrier nigérien, on le prend, par exemple, dès qu'il est l'heure, un maçon, lui, il va dire qu'il est l'heure. Donc lui, il descend, alors qu'il va quitter. Donc alors qu'un étranger, lui, il va continuer. Dès qu'il commence, par exemple, un travail là, il faut qu'il le finisse. Il ne va pas s'arrêter. C'est aussi ça la différence. Oui, c'est aussi ça la différence. Merci beaucoup, Aboubakar Moussa Wankoy. Boulkassoum Seydou Rafat, rappelez-nous le rôle et la mission de votre structure d'appui et l'assistance pour la professionnalisation et l'insertion des jeunes Nigériens. Rappelez-nous. D'accord. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous avez donnée à notre structure et à moi de venir parler du travail et de l'objectif régalien de notre structure. Notre structure est dénommée Sapigène, structure d'appui et d'assistance pour la professionnalisation et l'insertion des jeunes Nigériens. Comme je l'avais dit la fois dernière, cela fait pratiquement 4 ans et demi que nous sommes en train de... Depuis 4 ans et demi. Justement, que nous sommes en train de travailler. Êtes là. Que nous sommes là. Quand on fait le bilan, nous avons assisté pratiquement plus de 1500 jeunes Nigériens
et que nous continuons d'assister. Que vous avez formé? Oui, que nous avons envoyé soit dans les instituts de formation, parce qu'avant, nous, on les envoie dans les instituts de formation professionnelle. L'objectif, c'est quoi? C'est de professionnaliser. C'est comme le nom l'indique. On professionnalise et on insère les jeunes. Parce qu'on a constaté que depuis un certain temps, il y a beaucoup de gens qui veulent se professionnaliser, mais par faute de beaucoup de facteurs, qui peut être des facteurs financiers, tout comme le facteur social, ça les empêche d'aller dans les instituts là pour avoir une formation professionnelle. Et donc, après ça, nous accompagnons surtout les élèves exclus de l'école. Vous savez, j'ai beaucoup décrié cela. Et je me dis, l'État abandonne une certaine couche sociale, et notamment ces élèves exclus de l'école. Quand elle les exclut, l'État se désintéresse carrément de leur mission ou de leur vie et tout. On les considère comme si c'est des non-Nigériens alors qu'ils ont droit également à l'éducation. Imaginez un enfant qu'on a exclu à l'âge de 15-16 ans, mais il va devenir comment? Parce qu'il a passé pratiquement toute la première partie de sa vie à l'école. Bon, parce qu'on considère qu'il ne révise pas ou bien il ne bûche pas ses leçons. On dit, oh, allez-y. Alors que non. Il peut être intelligent, il peut ne pas être intelligent à l'école, parce que ce qu'on fait à l'école d'art, c'est comme le formateur l'a dit, honnêtement, c'est surtout vers l'enseignement général, je peux dire que le programme est vraiment caduc. Le programme n'est pas adapté à l'évolution mondiale. Parce que comme on le dit, le monde évolue très vite. Malheureusement, jusque-là au Niger, parce que dans certains pays, ils évoluent avec le monde et l'évolution mondiale. Mais là, au Niger, on est toujours dans les années, si je peux le dire, 50-60. Je parle du programme. Donc là, un enfant où on lui fait une leçon, on lui dit, bon, allez-y, tu revises, tu reviens, tu cites. Je ne vois pas assez l'intérêt. Donc, et cet enfant qui a passé quelques années en train de faire cela, on dit, bon, parce que tu ne revises pas tes leçons, tu ne viens pas réciter exactement ce qu'on t'a dit de dire, on t'exclut, on t'abandonne. La société n'a plus besoin de toi. Nous, on dit non, ça ne se fait pas. Nous allons récupérer ces enfants. Oui. Nous allons... Boulkassoum Seydou Rafat, d'où viennent ces enfants, ces élèves et étudiants qui sont formés dans vos instituts et écoles professionnelles et techniques? Comme je l'ai dit, ces enfants viennent des élèves exclus de l'école, des élèves abandonnés de l'école publique. Est-ce que les élèves en cours de formation dans les écoles aussi peuvent s'intéresser à vos structures? Oui, à long terme, mais à court terme, notre grand souci, c'est d'abord d'accompagner ces élèves qui ont été abandonnés par l'État. Vous savez, le plus souvent, ces parents, les élèves qui ont exclus de l'école, les parents n'ont pas les moyens pour les payer. Et si l'État aussi les abandonne, c'est comme si eux, ils n'ont plus d'avenir. Et quand ils se voient quelques années en train de s'asseoir juste à la porte, sans aucun travail, pour prendre du thé, sans aucun travail, mais à un certain moment, ils deviennent très frustrés. Et ils deviennent des coupeurs de route, des voleurs, c'est eux qui dérangent la société. Donc nous, on a dit non, plus jamais. Nous allons essayer quand même d'apporter notre modeste contribution. C'est vrai, on ne peut pas aider. Parce que quand on a fait les statistiques, on a compris que chaque année, comme je l'ai dit, rien que dans la région de Niamey, on exclut pratiquement plus de 10 000 élèves. Et nous ne pouvons pas former 10 000 élèves. On ne peut pas. On essaie. J'ai rencontré un chef d'établissement qui me dit que rien qu'en 6e, elle a exclu, c'est une chef d'établissement, elle a exclu 150. Et qu'elle n'est pas contente également de voir ces enfants-là abandonnés carrément. Mais c'est le système qui exige à ce qu'à un certain moment, il faut chasser l'enfant, il faut exclure l'enfant. Boulkassoum Seydou Rafat, qui vous soutient dans toutes ces démarches-là? Je vous assure, le soutien, c'est vraiment difficile. C'est juste une question de volonté. C'est parce qu'on a la volonté. Des fois, nous faisons des cotisations, je vous assure, entre nous, entre les membres, pour pouvoir supporter quelques charges. Heureusement, on a quelques personnes de bonne foi qui voient que l'action est noble, qui essaient d'accompagner. Mais je vous assure, ils n'accompagnent même pas à hauteur de 30%. Le reste, c'est nous débrouillons pour faire ça. Mais en ce qui concerne, parce qu'on a deux volets. Il y a d'abord ce volet des élèves exclus de l'école. Ce volet-là, c'est
notre structure qui essaie de financer ça, plus aussi les parents d'élèves. Parce que on peut subventionner les 50%, on dit aux parents d'élèves de supporter aussi, de contribuer un peu. Oui, oui. Et les orphelins, là, on les prend vraiment carrément à 100% et on ne demande pas une contribution. Et pour les personnes qui ont des parents, on rencontre les parents en fonction des moyens des parents. On s'entend, on dit, bon, voilà, vous faites une telle contribution et nous, le reste, on gère. Maintenant, en ce qui concerne les élèves qui n'ont pas été exclus, parce qu'on a aussi ces volets-là. Les élèves qui n'ont pas été exclus, on les accompagne également de leur professionnalisation. Par exemple, ceux qui ont le BPC ou encore ceux qui ont le bac, qui ne veulent pas continuer l'enseignement général, ils peuvent venir chez nous, on les accompagne avec des bourses d'études. Maintenant, les bourses, là, le plus souvent, elles sont données par certains instituts pour nous accompagner. Les instituts disent, bon, votre action est noble. Les instituts écoles professionnelles, il y en a plusieurs. Nous avons pratiquement une quinzaine qui nous accompagnent chaque année avec un certain nombre de bourses d'études où on peut atteindre pratiquement 400 par an de bourses ou 500 que nous recevons de la part de ces instituts qui sont de bonne foi. Boulkassoum Seydou Rafat, puisque vous êtes là depuis 4 ans et demi, est-ce que le résultat est visible sur le terrain? Justement, le résultat, c'est même ce qui me réjouit, c'est même ce qui m'encourage. Je me dis, c'est même l'essence, c'est mon essence en fait. Parce que quand je sors du bureau, je pars dans certains endroits, je rencontre ces élèves-là qui ont eu à bénéficier de notre accompagnement et qui travaillent déjà. Je vous assure, une fois, j'étais à l'hôpital, j'étais parti rendre visite à un malade. Avant de sortir, j'avais reçu pratiquement 5-6 personnes qu'on a accompagnées pour qu'ils deviennent infirmiers, c'est des infirmiers et infirmières qui viennent nous saluer, monsieur, merci beaucoup. Et quand on parle également, quand on parle des administrations partout, vraiment on rencontre des l'ENITA partout, les gens qu'on a formés, et des fois en informatique, juste qui n'ont pas de diplôme, on les forme en informatique, on les retrouve des fois en train de travailler. Et donc c'est ce qui nous réconforte. Au niveau des agences de transfert d'argent. Justement, c'est ce qui nous réconforte même également. Et bientôt, on a même un projet d'aller rencontrer ces agences de transfert pour adopter un programme, adopter leur programme. C'est-à-dire ces enfants exclus de l'école, on part, on voit les agences de transfert, on fait un programme, on établit ensemble un programme en fonction de leurs besoins. Un programme de formation. De formation en fonction de leurs besoins. Et nous, ce programme-là, on vient, on revient, on enseigne ces enfants. Et dès que ces enfants sont enseignés avec ce programme d'enseignement, ils peuvent avoir une certaine facilité d'être recrutés. Le projet est dans le pipeline. Justement, actuellement, on est en train de voir dans quelle mesure nous pouvons mettre ça en œuvre. Auditeurs, téléspectateurs, je rappelle que nous avions également envoyé une correspondance au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum aujourd'hui. On revient avec vous, Monsieur le Président Al-Mustafa Moussa Ide. Vous êtes président de la coalition nigérienne des associations syndicats et ONG de campagne EPT, une coalition qui milite en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Quelles sont les avancées réelles enregistrées par le Niger dans le domaine de la formation professionnelle et technique? Peut-être avant de répondre, vous avez posé une question à M. Wonkoy. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Nigériens apprécient la main-d'œuvre étrangère au détriment de l'homme? Bon, je pense qu'au-delà de ce que Wonko a dit, il y a aussi, Mokhtar, je ne vous apprends rien, il y a aussi les préjugés sociaux. Lesquels? Vous et moi. Je sais qu'au Niger, il y a des régions où un parent, c'est difficile qu'il accepte que son enfant fasse certains métiers. Ça, ces préjugés-là sont là. Il a dit quelque chose d'un moment, c'est aussi la facilité. Moi, je parle l'accès à la main-d'œuvre. La facilité à la main-d'œuvre étrangère là. Mais il y a des conséquences derrière. On a des exemples aujourd'hui des gens qui ont préféré prendre des maçons qui sont les étrangers, mais au finish, quelle a été la qualité? Donc, je dis, c'est vraiment un problème. Moi, je place un problème de plusieurs sociaux et c'est dans ce sens-là que nous, au niveau, par exemple, de ASSO, quand nous avons vu vraiment les difficultés, nous nous sommes dit qu'il faut aller vers ces centres de formation des métiers qui ont été
créés au niveau des communes. Par exemple, dans la région de Tawa et de Maradi, nous appuyons à peu près 10 centres, des centres de formation et métiers pour l'accès, permettre aux enfants qui ont été abandonnés qui ont été totalement exclus du système formel pour qu'ils soient recrutés par les choses là. Et donc, nous avons mis en place des groupements d'intérêt économique des femmes on les appuie et ils sensibilisent la population et elles deviennent effectivement des tuteurs pour ces enfants-là. Mais aujourd'hui, dans ces 10 centres, vous allez constater que le taux de fréquentation, le maintien est assez important. Maintenant, par rapport à ta question pour les avancées, il y a eu des avancées. Wongwe vous a dit avec Tanja, qui a osé dire que dans les 266 communes, il faut qu'à l'époque, il y ait les centres de développement communautaire, c'est qu'on les appelait avant là, aujourd'hui, qui sont devenus aujourd'hui des centres de formation de métiers. Aujourd'hui, Mokhtar, au-delà des centres de formation de métiers, nous avons les collèges d'enseignement technique, nous avons les lycées techniques, nous avons les CFEPT. Et aujourd'hui, en tout cas, alhamdoulilah, le paysan de Difa qui veut inscrire son enfant à faire un métier quelconque n'a pas besoin d'amener son enfant à Niamey ou à Zender, à Difa ou bien même dans la commune. Dans les différentes communes. Donc, il y a déjà, on a créé donc, ces écoles, donc l'accès est là. Mais tout à l'heure, Wonkoy a décrié un problème, par exemple, c'est la formation qui n'est pas adaptée. Oui, là, il a parfaitement raison parce que ceux qui sont dans les centres. Je vais te prendre par exemple un exemple des filières qui existent dans les centres de formation de métiers. Je prends à titre par exemple, vous pouvez trouver par exemple électricité bâtiment, construction métallique, mécanique rurale, menuiserie bois, économie familiale, agro-silvo-pastorale. Ça, voilà des filières qui sont enseignées par exemple dans un centre de formation de métiers. Vous conviendrez d'accord avec moi et je suis d'accord avec Wonkoy. Mais ces filières-là, si on dit on va les enseigner dans une commune rurale X, je ne sais pas, non, vous conviendrez avec moi que ces filières ne répondent pas parce que ce n'est pas les besoins locaux de la population qui sont enseignés. Et ce qui est extrêmement grave, on fait électricité bâtiment, construction métallique, mécanique rurale. On a créé, on enseigne ces filières-là. Ces formateurs-là ne sont même pas là. Et pire, le centre n'a même pas de local, n'a même pas d'électricité. Mokhtar, l'enfant va faire passer tout son temps. On va dire, il a fini. Nos amis le délivrent le diplôme. Ou bien on enseigne informatique, on enseigne il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, il y a Internet. On lui délivre, on dit qu'il a le diplôme. Mais s'il vient face à quelqu'un qui a la pratique, quelqu'un qui a appris sur le terrain, mais il n'y a pas match. Donc vous voyez, c'est tous ces contours-là, c'est toutes ces difficultés au niveau des centres qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes veulent fréquenter les centres. Mais il faudrait quelque part que nous jouons notre partition. Moi, je ne dis pas l'État, parce que nous, on dit qu'il y a eu des avancées, mais il faudrait que nous accompagnions. L'État aussi. Nous accompagnons l'État tel que nous, au niveau de l'ASSO, nous sommes en train de le faire, tel que Rafat, ils sont en train de faire. Et il faut aussi que les Wonko, qui sont les syndicalistes aussi, acceptent de poser les problèmes. Il faut qu'il aille aussi se perfectionner, être à jour. Et qu'on accepte de dire qu'on ne doit pas se cantonner. Il a dit, c'est le domaine technique, les choses sont en train d'évoluer, Mokhtar. Et ça n'attend pas. Pour faire paraphraser, et toi as eu à dire que le football là, c'est de l'entraînement. Si tu refuses de t'entraîner, c'est un gamin qui s'entraîne, il va venir. C'est ça aussi le centre de formation professionnelle. Mokhtar, il faudrait que nos enseignants, nos formateurs se remettent en cause
perpétuellement. Et quand ils voient que dans une localité, c'est telle activité qui est en train de prospérer, automatiquement qu'on leur permette Ils doivent être constamment à jour pour s'adapter. Al-Moussa Moussa Ide, comment amener les autorités nigériennes et même les populations nigériennes à avoir plus confiance aux compétences locales? Et je dis, déjà, on peut dire Alhamdulillah, à partir du moment où on a accepté de fusionner ces ministères-là, quelque part, on a compris qu'on veut vraiment donner de l'importance. On ne veut plus que l'enseignement professionnel et technique soit détaché de l'éducation. On veut donner de l'importance. Pour que nous, qui sommes les consommateurs, il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Mokhtar, moi, c'est aujourd'hui une fierté de faire travailler un enfant nigérien que je vais rémunérer. Il n'y a rien de plus beau que ça. Il faut d'abord que nous nous fassions confiance. Oui, est-ce que les autorités ont confiance aux compétences non, même si les autorités locales n'ont pas confiance en tant qu'organisation de la société civile ou en tant que syndicaliste, c'est de se battre. Oui, mais l'État aussi a ses chantiers. Non, oui, j'arrive. Par exemple, je vais te prendre un exemple au niveau rapidement. Nous avons plaidé au niveau des mairies dans ces centres-là pour que, par exemple, les réparations des tables, des tables-bancs des écoles qui sont cassées, soient confiées au niveau de ces centres-là. Nous avons dit, aujourd'hui, ils ont formé des maçons, ils ont formé des ingénieurs. Alors qu'il y a des classes à construire, il y a des centres de santé à construire. On peut les confier les chantiers. On peut les confier ces chantiers au niveau de ces centres-là. Même au niveau des mairies, la construction des mairies, la construction des murs. On peut les confier à ces gens-là qui sont en train de former. Mais les gens préfèrent faire la concussion, les gens préfèrent utiliser les moyens les plus inimaginable pour donner le marché à quelqu'un où vous allez prendre les pourcentages. Il faut que nous arrêtions ça si nous voulons que véritablement nos centres puissent former véritablement des jeunes et qui seront à la hauteur à qui nous pouvons faire confiance. Merci beaucoup Al-Moussa Moussa Ide. Aboubakar Moussa Wonkoy, comment valoriser les compétences nigériennes dans le domaine de la formation professionnelle et technique rapidement? Ok, donc merci. Al-Moussa Moussa Ide. Al-Moustapha vient de le dire. Donc, pour au moins se valoriser la compétence locale, vraiment, il faudrait qu'il y ait une certaine confiance. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, il faudrait que, je l'ai dit, donc, que le programme soit adapté aux réalités. Au contexte actuel. Voilà, donc sur le plan sur le marché de la main-d'œuvre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tous ces facteurs-là, c'est ça qu'on doit mettre en jeu pour que, quand même, pour qu'on puisse quand même avoir comment dirais-je? Ok, vous venez là de dire que les programmes ne sont pas adaptés. Est-ce que les enseignants aussi sont à jour? Voilà, effectivement. Donc, en dehors du programme qui n'est pas adapté, il faudrait que aussi les enseignants aussi soient à jour. Donc, il faudrait qu'il y ait au moins de temps en temps un système de recyclage des formateurs. Parce qu'à chaque jour, à chaque instant, la technologie là avance. Et par conséquent, il faudrait que aussi les formateurs aussi se mettent à jour. Donc, en les envoyant soit en stage, donc faire des stages de recyclage dans tous les domaines. Et nous souhaiterons aussi à ce que, au niveau du ministère, qu'on songe à changer le programme. Donc, il faudrait qu'on ait un programme vraiment adapté à la réalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wankoy. Boulkassoum Seydou Rafat, l'accès à l'éducation est un droit primordial pour tout enfant en âge d'aller à l'école sans distinction aucune. Que fait votre structure pour aider le gouvernement nigérien et ses partenaires pour faire avancer les choses rapidement? D'accord. Justement, je crois bien qu'au niveau de ma première intervention, j'ai expliqué tout ce que nous faisons et je pense que
on est en train de contribuer. C'est vraiment une avancée vraiment significative pour nous. Et c'est notre petite contribution. Oui, mais quelles sont les attentes, vos attentes, les attentes de votre structure par rapport vis-à-vis du gouvernement? Justement, donc à un moment, on était parti au niveau du ministère de l'enseignement professionnel dans l'optique de créer, de réinstaurer l'ancien programme qui consiste avant même les examens, d'aller orienter, d'aller sensibiliser les candidats aux examens pour qu'à la fin, qu'ils puissent vraiment faire un meilleur choix. Parce que nous sommes confrontés d'abord au problème du choix des candidats. Deux fois, certains, ils veulent faire l'enseignement professionnel, mais ils ne savent pas quelle filière faire, ils ne savent pas quoi faire. Certains ne connaissent même pas quelles sont les filières qui existent au niveau de l'enseignement professionnel. Quels sont les métiers qu'ils doivent faire, quels sont les métiers qui sont porteurs, quelles sont les filières porteuses, ils ne savent pas. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un travail en amont. Nous avons voulu coopérer avec le gouvernement pour pouvoir réinstaurer ce programme-là. Mais malheureusement, ils nous ont dit qu'ils vont nous appeler, mais jusque-là, ils ne nous ont pas appelés. Bon, cela fait pratiquement plus de 2 ans. Donc finalement, on essaye nous-mêmes, même hier, j'étais avec mon équipe dans les écoles, on essaye de passer quand même dans les écoles pour pouvoir sensibiliser les étudiants et les élèves. Mais nous ne pouvons pas faire tout le tour du Niger, même tout le tour de Niamey, c'est un peu compliqué, vu nos moyens qui sont un peu limités. Mais on essaie quand même de faire de notre mieux. Oui, mais est-ce que vous coopérez avec d'autres structures de la sous-région, au Burkina Faso, au Bénin, au Togo notamment? Justement, au Burkina, il y a un très grand centre qui travaille dans ce sens. Nous avons commencé les discussions, mais là, jusque-là, on n'a pas pu vraiment avoir quelque chose de conséquent. Mais on continue quand même de communiquer. Mais pour l'instant, nous n'avons pas vraiment des partenariats fixes et qui sont avantageux pour nous. Mais on essaie quand même de chercher ces partenaires-là. Merci beaucoup, oui. Rafat Aboubakar Moussa Wankoy. Quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour une meilleure promotion de la formation professionnelle et technique au Niger, mais aussi l'accompagnement et l'insertion des jeunes diplômés en fin de formation au Niger, rapidement? Donc, il faudrait que le programme soit vraiment adopté à la réalité. Et ensuite, il faudrait que aussi, par exemple, l'État puisse quand même créer des industries. Pour absorber, pour offrir des stages de formation. Voilà, pour offrir des stages de formation et puis pour pouvoir aussi caser le produit fini, les jeunes diplômés là, donc à la sortie de leur formation. Donc il faudrait qu'on arrive à les caser ou bien à les accompagner. Donc avec des outils, tout ça là. Voilà, pour qu'ils puissent s'installer dans leur propre compte. Parce qu'il ne faut pas chaque fois attendre à ce que l'État te recrute, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que quelqu'un qui a suivi une formation ne doit pas attendre l'État. Donc, l'État doit, si possible, l'État doit accompagner ces jeunes-là pour qu'ils puissent s'installer dans leur propre compte. Par exemple, je prends un exemple. Moi, j'étais resté, par exemple, dans un projet là, qu'on appelait Nigetec. Donc, Nigetec, en même temps, la Nigetec assure la formation et accompagne les jeunes diplômés. Donc, soit en leur faisant des petits crédits, donc en leur donnant des petits crédits, même par exemple, au temps de Tanger. Tanger l'a fait. Donc, il a donné aux jeunes diplômés de crédit ça avoisine jusqu'à 3 à 4 millions, pour qu'ils puissent aller s'installer dans leur propre compte. Merci beaucoup, Wankoy. Al-Moustapha Moussaïde, rapidement, quels sont vos conseils, recommandations, propositions de solutions pour une meilleure promotion de la formation, l'enseignement professionnel et technique, mais aussi l'accompagnement et l'insertion des jeunes diplômés en fin de formation? Pour que cela soit une réalité, la formation professionnelle ne doit plus être un objet mystérieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on considère que de tout temps ça a été considéré comme un objet mystérieux. Non, il faut qu'on le comprenne comme ça. L'autre aspect, c'est de bâtir des infrastructures de qualité. Et pour que la formation professionnelle soit aussi acceptée et autres là, il faut que les formateurs soient recyclés de temps en temps et qu'ils aient aussi l'initiative
de s'adapter au contexte local. Il faut qu'il y ait aussi un enseignement professionnel de qualité. Nous pensons que si tous ces aspects sont réunis, demain, Mokhtar préférerait mieux amener à utiliser la main-d'œuvre locale que de chercher la main-d'œuvre étrangère. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir Al-Mustafa Moussa Ide, président de la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG de campagne EPT, une coalition qui milite en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Aboubakar Moussa Wankoy, formateur au centre technique Kalmaro à Niamey, également représentant du syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Niger, le Ben Sinafen, et Boulkassoum Seydou Rafat, membre de SAPISEN, structure d'appui et l'assistance pour la professionnalisation et l'insertion des jeunes Nigériens. Auditeurs, téléspectateurs, je rappelle que nous avions également envoyé une correspondance au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, mais sans suite. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios et 7 télévisions partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan, à la réalisation Issa Lawali. Mais à la modération, je suis Mokhtar Hamadou. À la prochaine.